Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et podcaster. Aujourd'hui vous êtes sur le podcast tech, mais on va pas parler de tech, on va parler de finance avec Adrien Costemal. Il est conseiller en investissement financier et gestionnaire en patrimoine. Et on va parler de plein de sujets aujourd'hui. On va parler de comment gérer ses finances personnelles, de pourquoi il est important de se poser cette question de l'argent en fait, de qu'est-ce qu'on va faire avec son argent et de pourquoi il est important d'investir. On va avoir plein de réflexions autour de nos objectifs financiers et de nos objectifs de vie. Vous allez voir que ce sont deux chemins de pensée qui se suivent étroitement. On va aussi détruire une bonne fois pour toutes l'idée que acheter sa résidence principale c'est un superbe investissement avec des chiffres à l'appui. On va aussi parler du concept des intérêts composés. Et évidemment, on va parler d'investissement immobilier. Mais avant de se lancer dans le podcast, petit instant publicité. On vient de lancer une formation qui s'adresse aux freelances. Que vous soyez en activité ou non, que vous souhaitiez démarrer votre activité, par exemple, cette formation a pour objectif que vous cartonniez en freelance. C'est une formation qui est remplie de conseils pratiques. Elle est découpée en 4 modules. Il y a d'abord le choix de votre statut, comment vous allez pouvoir optimiser vos impôts légalement bien sûr, et toutes ces questions juridiques. On va parler aussi de comment vous pouvez trouver vos premiers clients, que ce soit en termes de prospection, de vente, de négociation. On va balayer tous ces sujets, je vais vous donner plein de conseils pratiques, mes méthodes, tous mes secrets. On va parler aussi de relations clients, bien entendu. Comment est-ce que vous gérez un client qui est chiant ? Parce que les clients chiants, lorsque vous êtes freelance, vous allez forcément en avoir. Alors vous pouvez décider de les écarter, mais vous pouvez aussi apprendre à les gérer. Apprendre à les gérer de manière à ce qu'ils ne soient plus aussi embêtants qu'ils le sont, et sans entacher en fait votre relation commerciale avec eux. On va parler aussi d'investissement au niveau de votre carrière. Donc comment est-ce que vous pouvez accélérer, pouvoir scaler, casser le plafond de verre au niveau de votre activité. On va parler aussi d'investissement immobilier, c'est un petit peu le bonus de la formation. En plus de tous ces cours-là, il y a 10 sessions de 30 minutes en individuel, quand vous le souhaitez, donc c'est un petit peu à la carte, on va parler des sujets dont vous avez besoin vous. Et on est en train aussi de créer un réseau d'apporteurs d'affaires avec l'ensemble des participants de la formation. Parce que lorsqu'on est freelance, on va capter un certain nombre de missions auxquelles on ne pourra pas répondre. Que ce soit des missions complémentaires, par exemple moi je suis développeur iOS mais je ne fais pas de l'Android, mais il m'arrive très souvent de recevoir des missions en Android, ne serait-ce que parce que mon client va développer iOS et Android. Ou parfois je suis tout simplement en mission et je ne peux pas prendre cette mission-là que j'aurais acceptée volontiers si j'étais disponible. Et l'idée c'est de partager en fait ces missions-là avec les participants et de prélever une petite commission pour que tout le monde soit gagnant. Évidemment la formation elle est garantie, satisfait ou remboursée. Et le meilleur dans mon discours c'est le prix. Parce qu'on est sur le point de devenir organisme de formation, donc cette formation elle risque de vous revenir à 0 €. Donc, pour en savoir un petit peu plus sur tous ces sujets, je vous invite à aller sur le site lilianalvarez.com/formation, lilianalvarez.com/formation, et à postuler pour rentrer dans la liste d'attente des participants. Donc, je vous invite à le faire rapidement parce que le nombre de places est limité, étant donné que je ne peux pas me démultiplier au niveau de mon temps. Voilà. J'arrête de parler. Moment pub terminé, on retourne au podcast avec Adrien Costemal, ça va être génial, allons-y. Bonjour Adrien. Bonjour Lilian, comment vas-tu ? Écoute, je suis pas de très bonne humeur aujourd'hui. Bon. Honnêtement, je préfère être transparent, je me suis levé du mauvais pied ce matin. J'espère quand même que ça va bien se passer et je suis sûr qu'on va avoir une superbe discussion et je suis très très content de te recevoir sur le podcast. Mais c'est bien quand on fait du mauvais pied, parler d'argent, c'est souvent le meilleur moment. Moi, c'est un sujet que j'adore, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, je suis sûr que ça va me mettre de bonne humeur. Super. On est deux. En tout cas, merci de m'accueillir sur ta chaîne, sur ton podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ton parcours, etc., pour les gens qui nous écoutent? Ok, alors avant de commencer, justement en parlant succinctement, je suis probablement la personne la moins concise sur Terre. Donc si à un moment donné tu vois que je pars trop loin, tu me recentres. Ok, alors pour les gens qui vont nous écouter, je m'appelle Adrien Costemal, j'ai 29 ans.
Je suis bordelais d'origine, donc le truc que tout le monde appelle pain au chocolat, chez moi c'est une chocolatine et il n'y a pas de débat. J'ai fait mes études à Lyon en actuariat. Alors l'actuariat, c'est la mathématique de l'assurance et de la finance, de la banque et de l'assurance, mais plus de l'assurance. J'ai commencé à travailler dans le conseil en réassurance, ensuite dans le conseil en asset management, dans des grosses boîtes à la défense, et ensuite dans une banque mutualiste où là j'ai été en gestion active passive, pilotage stratégique, etc. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. Et puis, via ma carrière, j'ai eu des belles évolutions de revenus et c'est comme ça que j'ai décidé d'investir pour moi. Et c'est là que j'ai découvert la gestion de patrimoine. Je suis tombé amoureux de cette profession qui rassemble tout ce que j'ai aimé finalement dans mes expériences passées, du conseil, de la finance, de l'humain. Et donc maintenant j'exerce, j'ai quitté le monde de l'actuariat pour exercer ce métier-là à mon compte. Voilà. Ça fait maintenant 3-4 ans. Qui c'est que tu conseilles généralement quel est le client type? Alors le client type, moi j'en ai pas. Ce qui n'est pas forcément le cas de toute la profession. Il y a certains cabinets ou certains conseillers en gestion de patrimoine qui n'y a pas un montant minimum de patrimoine, ils étudient même pas les cas, etc. Donc moi j'ai un modèle que j'axe beaucoup plus sur l'éducation financière. Je suis prêt à consacrer du temps à ceux qui sont prêts à consacrer du temps. Je pense qu'aujourd'hui, sur les questions d'argent, il n'y a pas non seulement une question d'argent, il y a aussi une question d'éducation financière. Donc ça va de la personne qui est non cadre et qui gagne correctement sa vie, mais sans plus, comme des gens qui sont millionnaires. Donc aujourd'hui, en termes de profil de patrimoine, moi, je me fixe pas de barrière à l'entrée. Et puis, donc voilà. Donc après, ça va. J'ai des gens qui sont en freelance. J'ai des gens qui sont fonctionnaires. Je travaille avec des gens qui sont en profession libérale. Et puis des salariés, CDI, CDD. Enfin, j'ai vraiment aucune barrière à l'entrée pour moi. Ok. Et tu remarques aucune tendance du style plutôt entrepreneur qui vient te voir plutôt que par rapport aux salariés? Alors, j'ai un peu plus là ces derniers temps où je travaille avec de plus en plus d'indépendants. Il y a quand même une chose qui fait que mécaniquement, il y a plus un profil type, c'est qu'à un moment donné, pour faire de la gestion de patrimoine et investir, il faut pouvoir matériellement le faire. Donc, mécaniquement, ça exclut quand même un certain nombre de personnes qui peuvent tout simplement pas, en fait, qui vivent au quotidien et ne peuvent pas faire autrement. Donc voilà, donc il y a quand même un profil ou du cadre CDI ou l'indépendant qui gagne bien sa vie quand même qui se dégage un petit peu plus en majorité. Après, voilà. Enfin moi je suis vraiment ouvert un petit peu à tout le monde et surtout j'axe mon métier. Moi je facture pas d'honoraires. Pour une bonne et simple raison que je gagne en prenant des commissions sur les solutions que je recommande via des partenaires. Donc, j'ai rogné une marge bénéficiaire des partenaires. Donc, mon conseil est totalement gratuit, mon accompagnement est totalement gratuit et je fonctionne que par le bouche à oreille en termes de développement. Je fais pas de marketing, je fais pas de tractage, je fais pas de phoning parce que je trouve ça ridicule. Je sais que c'est une pratique qui est pourtant très développée dans le métier. Et donc, mécaniquement, comme je fonctionne que par la recommandation, en fonction des gens avec qui j'ai travaillé, souvent la recommandation, les gens viennent du même milieu. Un indépendant va me recommander un autre indépendant, un médecin, un autre médecin. Enfin, donc voilà, c'est un petit peu. Forcément, j'ai quand même quelques profils qui se dégagent, mais en tout cas, c'est pas par choix personnel. C'est vraiment ça D'accord. se fait. Ok. Ça vient à toi et toi tu gères en fonction. Voilà, exactement. Ok. Ouais, exactement. Super. Rentrons directement dans le sujet. Pourquoi déjà, pourquoi c'est si important de réfléchir à la gestion de ses finances? Ah, ça c'est une magnifique question. Aujourd'hui, je pourrais presque, j'ai plein de moyens de répondre à cette question. Alors, Euh, n'hésite pas à me faire une petite checklist dès le ouais, début. ouais.
et après, peut-être, on pourra développer certains points. Mais je pense que c'est un effet générationnel, je pense. C'est le plus clair là-dessus. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ces finances? C'est que notre génération, alors je ne sais plus quel âge tu as, mais on doit être probablement de la même génération à peu près. Clairement, on a aujourd'hui un chemin qui est moins tracé que les générations précédentes, que nos anciens, que nos vieux, qui ont connu, bien entendu économiquement, et même dans leur vie, des choses, pour nos grands-parents, des guerres, ensuite une inflation, un baby-boom, mais où il y avait, entre guillemets, des chemins qui étaient très tracés, et où à un moment donné aussi, d'un point de vue des budgets, le cadre de vie était assez classique. J'achète ma résidence principale, dans tous les cas, j'aurai une retraite, donc finalement, avec des bases bien cimentées sur lesquelles on pouvait compter. Pourquoi je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable de s'intéresser à ces finances, c'est que d'un point de vue budgétaire, on arrive dans une économie où les choses sont un petit peu plus complexes. Dans le marché du travail, on arrive dans un milieu où c'est de plus en plus complexe. Et on a aussi en termes d'investissement, là j'enlève le parti budget, je reviens sur investissement, on arrive dans un milieu où tous les placements se sont démocratisés, parce qu'avant c'était réservé à une élite financière, et aujourd'hui, une assurance vie, à une époque, si on n'avait pas 15 000 euros, c'était même pas la peine de compter. Aujourd'hui, on ouvre un contrat d'assurance vie avec 50 euros. Donc, on arrive avec des placements sécurisés garantis par l'État qui ne rapportent plus rien, sur lesquels comptaient nos parents. On arrive avec un système des retraites qui va être complexe. On arrive avec des solutions d'investissement qui peuvent être, on peut tout trouver n'importe où. Donc, ne pas s'intéresser à ça, à mes yeux, je vais être un petit peu violent, mais c'est se tirer une balle dans le pied dans l'avenir. Alors, il y a s'intéresser, passer à l'action, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, les questions d'argent, pour notre génération, et même celles un petit peu au-dessus, les quarantenaires, cinquantenaires, il reste du temps. Le temps est une question primordiale en termes de budget et en termes d'investissement. Je pense qu'on en parlera un petit peu après aussi. Oui. Et c'est presque une erreur fatale de ne pas se poser certaines questions. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'information, elle est disponible. Alors, le problème, c'est que trop d'informations, trop tue l'information dans le monde d'aujourd'hui. Mais voilà, parce qu'on trouve de tout et aussi beaucoup de conneries. Je suis entièrement d'accord avec toi et j'irai même plus loin quand je regarde par exemple la situation de ma grand-mère qui a une petite retraite et elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de personnes âgées qui arrivent à la retraite, ils se retrouvent dans une situation précaire parce qu'ils n'avaient pas conscience déjà de la diminution. En fait, on croit que notre salaire, ça va rester le même et qu'à la retraite, on va toucher pareil. On prend une surprise parce que notre salaire, il peut être divisé par 2, même beaucoup plus parfois, quand on a des hauts salaires. Et du coup, on se dit, OK, moi j'ai bien gagné ma vie, j'ai bien cotisé, etc. Je serai dans une bonne position à la retraite, je vais pouvoir profiter, partir en vacances. Et on se retrouve dans une situation précaire. Et c'est pas à 70 ans ou à 80 ans qu'on va commencer à investir et à se former là-dessus, alors que dans la logique de la vie, c'est au moment où vraiment on va peut-être se reposer, profiter de la vie. Après, bon, ça serait un autre débat, mais il y a beaucoup de gens finalement qui se retrouvent dans des situations précaires parce qu'ils ne se sont pas posé ces questions ou parce que, après certains cas, évidemment, il y a une petite partie peut-être de la population où c'est encore plus compliqué pour eux du fait qu'ils n'ont pas un haut salaire et que du coup, voilà, ils subissent et ils se retrouvent dans des situations encore plus précaires au moment de la retraite. Et je pense vraiment que c'est une question fondamentale qu'il faut se poser le plus tôt possible, surtout quand on gagne bien sa vie et quand on a les moyens d'investir et de se préparer pour le futur. Il y a une stat qui est très intéressante parce qu'il faut se rendre compte de ça. Le travail des vieux, l'âge butoir de retraite qu'on repousse de plus en plus, le travail des vieux comme on voit au Japon où il y a des gens de 70-80 ans qui travaillent, aux États-Unis aussi, on en voit de plus en plus. D'un point de vue démographique, alors, moi, le passé de qui c'est la faute, chercher les coupables, moi ça m'intéresse pas, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui m'intéresse. On y fonce tout droit dans un modèle comme ça. On y fonce tout droit. Démographiquement, on y fonce tout droit. Et c'est dramatique. Alors, il y a des gens qui devront profiter, entre guillemets, du système qui restera en place parce que, justement, ils ne peuvent pas préparer l'avenir. Moi, je vais dire, ceux qui peuvent le faire, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Pareil, il y a préparer l'avenir, à préparer l'avenir. Le but, c'est pas non plus de tout préparer pour l'avenir
et d'oublier de vivre. Mais à un moment donné, il faut prendre conscience de ça. Il y a une stat que j'aime bien prendre. Alors, évidemment, selon les cas, c'est un petit peu différent en fonction de l'évolution de revenus. Mais si on prend une évolution de revenus classique, quelqu'un qui épargne 10% de ce qu'il gagne toute sa vie, il partira et qu'il le place à un taux moyen de 5%. Alors, c'est toujours pareil, 5%, est-ce que c'est faisable, pas faisable? Pour l'instant, je ne rentre pas dans les détails. Ouais. Mais quelqu'un qui épargne 10% et qui le fait tourner à 5% maintiendra son niveau de vie à la retraite, s'il le fait pendant toute sa carrière. Et en fait, moi, ce que je remarque du travail que je fais, c'est que l'épargne ou l'investissement ou se poser ces questions-là, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais moi, je ne sais pas faire, je ne me suis jamais posé des questions. » Mais en fait, c'est une question d'habitude. Les premiers pas sont difficiles, mais une fois que c'est fait, ça roule. Donc, on est vraiment sur presque de l'économie comportementale, en fait. Donc, c'est vraiment important de comprendre les enjeux là-dessus. Une fois qu'on a compris ces enjeux, quelles sont les premières étapes à suivre pour mieux gérer ses finances? Parce que tu parles d'investissement, mais j'imagine qu'au début, la première étape à suivre, ça va être d'avoir un compte, je dirais, sain, ne pas être à découvert tous les mois, commencer à prendre de bonnes habitudes, mettre de côté de l'argent. Est-ce que tu peux nous guider un petit peu dans le processus que tu conseilles aux gens de suivre? Bien sûr. Là où c'est très difficile et où des fois mon métier c'est presque du développement personnel, voire de la psychothérapie, c'est que chaque personne est différente et chaque personne gère ses finances de manière différente. Et à un moment donné, il faut essayer de bien se connaître. Je sais que moi, il y a des gens qui me disent je veux mettre des choses automatiques en place parce que sinon l'argent, je le dépense. S'il stagne, je le vois, je le dépense. Il y a des gens, ça ne les gêne pas du tout de le voir et de le garder sur un compte, etc. Donc, déjà, essayer de bien se connaître. Et c'est pour ça qu'en parler à un professionnel, c'est aussi intéressant parce qu'on va poser des questions. Moi, je pose énormément de questions dans mes premiers rendez-vous. L'objectif est de comprendre, de voir le bilan personnel que la personne a actuellement, mais de comprendre sa structure de revenus, ses projets professionnels, ses projets familiaux, ses projets financiers, ses envies, ses rêves même, pourquoi pas, hein, osons rêver. Hein, moi, je dis toujours, hein, visons la lune, on atteindra les étoiles, ou c'est l'inverse, visons les étoiles, on atteindra la lune. Bon, moi, je ne sais plus exactement, mais je ne suis pas très bon en citation. Donc, c'est déjà essayer de se comprendre et essayer de comprendre, de recentrer l'investissement ou l'épargne pour l'investissement ou l'épargne. Ça sert à rien. On vit dans un monde où aujourd'hui la finance est au service de l'économie. Ça devrait être l'inverse. Donc, d'un point de vue individuel, faisons l'inverse. Mettons la finance au service de notre économie, au service de nos projets. Donc, quels sont nos projets? C'est les premières questions à se poser. Et donc, quand je démarre un process de rendez-vous avec les clients, mes questions, c'est toujours pourquoi, quand, combien. Pourquoi, quand, combien. Pourquoi, quand, combien. Ensuite, je regarde d'un point de vue budget un petit bilan comptable. Alors, il y a des gens qui tiennent leur compta, il y a des gens pas du tout. Et là, c'est intéressant de comprendre le train de vie. Comme je disais tout à l'heure, le but, c'est pas de se dire j'épargne tout et maintenant j'arrête de vivre. Ça sert à rien. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Il faut aussi un petit peu en profiter quand même. Donc c'est vraiment ça. C'est trouver ce juste milieu-là. Et moi, je dis toujours aux gens avec qui je travaille, si je vous pose toutes ces questions, c'est pour m'imprégner de votre personnalité, c'est pour m'imprégner de votre comportement économique, c'est pour m'imprégner de votre comportement en gestion financière et de vous conseiller comme si je me conseillais moi-même à votre place. Parce qu'on est différents, on ne gère pas de la même manière. Donc si je vous conseille avec mon prisme, ça ne va pas marcher. Il faut que je vous conseille avec le vôtre. Donc déjà, ça c'est la première étape. Essayer d'apprendre à se connaître financièrement. Vraiment. C'est la première des étapes et essayer de comprendre ses projets et de se projeter le plus loin possible. Alors aujourd'hui, c'est compliqué, forcément. Carrière change, les gens se déplacent, travaillent à l'étranger, partent en province ou vont en région parisienne, les vies de couple sont moins figées qu'avant. Donc forcément, c'est compliqué de se projeter sur 30 ans. Mais des fois, savoir ce qu'on veut pas, à défaut de savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut pas, c'est déjà une bonne avancée, ça permet d'avancer. Ça, c'est vraiment la première étape qui est pour moi essentielle et c'est probablement celle sur laquelle je passe le plus de temps avec mes clients. Vraiment. D'accord. Ouais. Le conseil, la finance, c'est facile. À tes auditeurs, je lance un énorme appel. La finance, c'est facile. Ça se vulgarise, tout le monde peut le comprendre et le conseil, c'est pas la chose la plus compliquée. La chose la plus compliquée, c'est débroussailler. Des solutions d'investissement, il y en a des centaines, mais en fait, si on débroussaille bien, des éligibles à des cas, en fait, il en restera plus que quelques-unes, en fait. Et c'est souvent le taf que je fais. C'est très rare les gens qui arrivent avec
300 000 euros et ouais, on fait un peu de tout et puis fais comme tu veux, gère. C'est très, très rare. Ok. Donc, Enfin, c'est ma vision des choses. ok. Donc vraiment comprendre pourquoi on veut investir, faire un point sur son projet de vie, le projet familial, tout cet aspect-là, un petit peu le pourquoi on veut investir. Et ensuite, quelles seraient les étapes suivantes? Tout va découler à partir de là, on est d'accord? Ouais, entièrement. En fait, c'est très bien d'investir, enfin, moi, ça me fait rigoler. Il y a des fois, je fais des soirées, etc. Je rencontre des gens et ils me disent, ouais, moi, j'ai investi à tes conseils en gestion de patrimoine, moi, j'ai investi là-dedans, les gens racontent leurs trucs, etc. Et moi, je pose la question, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Mais juste pour savoir, c'est pas un pourquoi pour remettre en cause, c'est vraiment, ah oui, et dans quel but? Et les gens, bah, parce que mon banquier m'a dit que c'était bien, ou parce que c'est cool, parce qu'il y a des fois, il y en a, ils se la pètent aussi en disant, ah, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, super. Mais en fait, il n'y a pas de fond. On sait pas, il n'y a pas de réalité. Donc pour moi, passer du temps là-dessus, c'est vraiment le plus important. Pourquoi on fait les choses? Ensuite, finalement, on va essayer d'identifier des leviers. L'investissement, c'est activer des leviers. Levier fiscal, comment on peut, via son investissement, finalement, activer un levier d'impôt, etc., comment s'enrichir un petit peu grâce à son impôt. Alors, j'aime pas trop cette phrase parce que ça fait vraiment, voilà, mais aujourd'hui, il y a un vrai levier. Ça peut être via la dette, via l'endettement, l'investissement, par exemple, en immobilier, via le crédit. Ça peut être via les placements, via le comportement de manière régulière, etc. Donc, c'est vraiment ça. Quel levier on active? Donc, identifier ces leviers-là. Parce que quand une personne va avoir ses projets, ça c'est très bien, mais elle ne va peut-être pas pouvoir activer tous les leviers. À cause de sa situation financière, à cause de ses freins, à cause de ses peurs. À un moment donné, moi aussi, il y a une chose que je conseille à mes clients, il y a la solution optimale. Il y a la solution parfaite à votre profil. Puis il y a celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Et celle qu'il faudra faire, c'est celle avec laquelle vous êtes à l'aise. C'est paradoxal ce que je dis. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce conseiller en carton? Mais en fait, dans l'investissement, 90% des mauvaises décisions sont prises par peur, par panique, par incompréhension et par un ressenti émotionnel. Enfin, à un moment donné, si c'est investir et pas dormir la nuit parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a fait, ça sert à rien parce qu'à un moment donné, ça va finir par péter. Parce que des crises, tout le monde va s'en manger. Sur un horizon 20 ans, tout le monde va en prendre. Que ce soit immobilier, placement financier, ah ouais, la pierre, ça ne connaît pas de crise. La pierre, ça connaît la crise, comme tout le reste. Donc, à un moment donné, c'est comment on est assez solide sur ses appuis et comment on est assez à l'aise avec ce qu'on fait pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point même. Donc, premier, se connaître. Deuxième, identifier les leviers. Troisième, solidifier ses appuis. Quatrième, assurer une base. En effet, épargne de précaution. Combien j'ai sur mon compte qui dort pour si demain il m'arrive une tuile, quoi qu'il arrive, ou demain je pète un plomb, eh bien, c'est là, ça dort. C'est entre guillemets de l'argent qui ne tourne pas. C'est bien dommage, c'est vrai. Mais au moins, émotionnellement, je suis là. En fait, c'est finalement mettre des protections à tout comportement déviant, irrationnel de l'investissement. Comment on s'assure de ne pas faire n'importe quoi. Et ensuite, on identifie des solutions. Déjà, ça arrive presque en bout de process. Ensuite, on identifie des solutions en fonction de ça. Parce qu'une fois qu'on sait ça, finalement, des solutions qui vont être éligibles à tous ces critères, il en reste plus 50. Donc après, on peut essayer aussi, en plus d'essayer de donner du sens, parce qu'il y a des gens qui sont plus attirés par tel type d'investissement, investir dans l'économie ou dans l'immobilier, il peut y avoir une appétence particulière. Dans cette appétence, identifier les freins, identifier aussi les gens qui sont référents. Je pense qu'une autre chose importante à faire quand on veut investir, c'est faire une liste des gens qui ont la confiance et leur en parler. Mais en parler avec précaution. Parce que le problème, c'est que les gens vont très facilement juger de certaines choses, de solutions, sans connaître tout ce travail qui a été fait en amont. Donc, moi, je dis toujours, si vous avez des référents, évidemment, parlez-leur-en, mais avec précaution. Parce que quand on dit, il y a des gens qui disent, ah, mais ça, c'est nul, ah, mais ça, machin. Ouais, non, peut-être pas, en fait. Peut-être qu'aussi, c'est une mauvaise expérience, ou c'est une peur qu'eux ont, mais que vous n'avez pas. Mais c'est toujours bien de récolter un avis. Quand on a un référent, c'est toujours bien d'en parler. Faites-vous accompagner. Se faire accompagner, c'est une très bonne idée aujourd'hui. Le conseiller en gestion de patrimoine, le professionnel d'investissement, si on n'avait pas d'utilité, notre métier n'existerait pas. Donc, à un moment donné, c'est qu'on est là pour une raison. Et en fait, une fois que ça c'est fait, il y a deux choses encore qui restent.
c'est la mise en place qui peut être plus ou moins longue. Donc, essayer de maîtriser toutes les étapes de mise en place. Ouvrir un contrat d'assurance vie, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, ça se fait comme ça. Acheter un appartement pour le mettre en location. C'est plus compliqué. Ça prend- Je c'est un peu plus compliqué. le vis en ce moment, donc je suis bien au courant. Voilà, donc c'est plus complexe. Et ben, si tu le fais en ce moment, ben, déjà mes félicitations pour passer à l'action. Mais surtout, t'es pas sorti des choses parce qu'il faudra faire la déclaration fiscale, il faudra faire la mise en log, il faudra faire plein de choses derrière. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc aussi, quel est le niveau d'implication que les gens veulent avoir. Et ensuite, le suivi. Le suivi, c'est extrêmement important. Que vous travaillez solo ou avec quelqu'un, suivez, faites des points, parce que la conjoncture peut changer économique, la conjoncture fiscale peut changer, les lois peuvent changer, votre conjoncture peut changer. Et ce qu'on a mis en place à 25 ans, si demain on en a 35, qu'on est marié, 2 enfants, on ne va peut-être pas gérer ces placements de la même manière que ce qu'on l'a fait 10 ans auparavant. Donc, faire un petit ravalement de façade de l'investissement, ça peut être intéressant aussi. De refaire un point pour voir si c'est toujours d'actualité ou pas. Ok. Voilà les grandes étapes. J'aimerais revenir sur un point que tu as dit. Je crois que c'était la 4e étape, c'était constituer une épargne, un petit peu de sécurité. Combien, clairement? Combien tu calcules l'épargne dont on a besoin? Est-ce que tu as une petite formule à nous donner concrète sur laquelle on pourrait se dire, OK, ne serait-ce que, même si elle n'est pas parfaitement juste, comment est-ce qu'on pourrait arriver à l'évaluer ce montant? C'est une des questions les plus complexes que j'ai à traiter parce que souvent c'est un manque de repères total. C'est une question qui ne peut pas se régler par une formule parce qu'on parle à de l'émotionnel pur et dur. Donc j'ai pas de formule à donner. Je peux donner une stat, mais avant de le faire, peut-être si les gens nous écoutent, je vais d'abord leur inviter, on va presque faire une activité. Fermez les yeux, sauf si vous êtes au volant, et réfléchissez à demain, vous perdez tout. Combien il vous faut pour repartir? Combien de temps vous tenez? En fait, c'est vraiment ça. Et c'est du pur émotionnel. Il ne faut pas chercher la raison sur cette question-là. Après, on va chercher la raison. Donc, il y a une stat. La stat, c'est que en moyenne, en France, les gens ont en épargne de précaution entre 2 salaires et demi et 3 salaires et demi mensuels. C'est une stat. Donc, quelqu'un qui gagne, je ne sais pas, 3 000 euros par mois va à peu près avoir 10 000 euros de côté, par exemple, en épargne de précaution. Le reste peut être placé, mais après, le reste peut être placé aussi sur des choses qu'on peut rendre disponibles plus vite. Tout dépend. On n'est pas obligé de faire des investissements qui sont tous bloqués pendant 20 ans. Mais en tout cas, en épargne, ce qu'on appelle vraiment épargne de précaution, demain, je vais au guichet de la banque avec ma carte bleue, je le récupère, ou c'est sur le livret à la limite, mais je l'ai, c'est à peu près ça, entre 2 salaires et demi, 3 salaires et demi. Et souvent, je donne cette stat une fois que les gens m'ont donné une réponse sur combien ils veulent d'épargne de précaution, parce que sinon, je biaise complètement la réponse. Il y a des gens, c'est beaucoup moins. Ouais. Il y a des gens, c'est beaucoup moins. Il y a des gens, c'est beaucoup plus. La question qu'il faut se poser, c'est si c'est beaucoup moins, est-ce que la personne a vraiment identifié une situation de crise? Et alors là, c'est un petit peu, ça dépend des gens. Un fonctionnaire va pas forcément professionnellement être en danger. Un freelance dont 90% de ses revenus viennent d'un client, ça va pas forcément être la même chose. Et ensuite, il y a quelqu'un aussi qui me dit, je gagne 3 000 euros par mois et je veux 50 000 euros d'épargne de précaution. Il faut bien aussi faire comprendre à cette personne que constituer cette épargne de précaution va empêcher de faire d'autres projets à côté. Donc, il ne faut pas tomber dans les deux extrêmes, mais il faut que la personne puisse dormir tranquille. Et c'est ça la vraie formule. C'est est-ce que quand je me couche la nuit, je suis tranquille avec ce que j'ai sur mon compte en ligne. Il n'y a pas d'autre formule. Ok. J'entends ce que tu dis et c'est vrai que moi ça a été un petit peu une question que je me suis posée parce que c'était il y a de 2018 à 2019 j'ai été assez imprudent avec mes finances. Alors pour la petite anecdote, je venais de finir ma première année en tant que freelance, mais c'était pas vraiment une première année, j'avais commencé en mai, etc. Et j'avais fait en 3 mois de freelance quasiment 1 an de salaire. Et je me suis dit, ça y est, tu es Bill Gates, va faire la fête. mais clairement, j'avais pris la grosse tête, je dis, maman, regarde comment je suis riche et tout. Je suis parti à New York, je me suis pris un appartement à côté de Central Park. 10 jours, en plus, j'y suis allé en période de Nouvel An. Les loyers sont multipliés par 3, enfin, tous les prix augmentent. J'ai choisi la pire période de l'année, c'était un rêve de gosse de partir à New York. J'y suis allé avec des potes, on a fait la fête, on a fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai fait la totale à New York. Et je suis rentré en France
j'avais claqué une bonne partie de mon épargne. Et le problème, c'est que je n'ai pas trouvé de mission tout de suite. Et là, je me suis paniqué. J'ai limite fait une mini-dépression parce que je me suis dit, wow, ok, tu as kiffé pendant 10 jours, mais tu as mis ta sécurité et ta liberté que tu avais gagnée en tant que freelance par rapport à ton statut de salarié, qui m'apporte un bonheur incroyable, en danger parce que tu as voulu faire le malin et tu as voulu kiffer. Alors certes, tu as kiffé, mais kiffe plus intelligemment la prochaine fois et réfléchis à cette perspective et mets, on va dire, une épargne de côté qui te permet justement de parer à ce genre de situation, qui parait aux crises financières. Et du coup, là, cette année, il y a eu le coronavirus qui est arrivé. Moi, j'étais tranquille. J'ai plus d'un an de cash de dépenses de côté. Alors, on peut parler du montant, mais moi je suis, tu vois, je suis vraiment serein en fait avec ce genre d'épargne parce que je sais que il y a des situations dans lesquelles je peux me retrouver qui sont difficiles, mais au moins je ne serai pas obligé de prendre la première mission qui vient ou même me retrouver à être obligé à postuler à un job de CDI lorsque j'ai vraiment envie d'être freelance. Mais ça, c'est un comportement de financier. Même les gérants d'actifs, même les gérants de portefeuille, ils ont toujours une poche de cash qui dort. Donc, à un moment donné, c'est vraiment ça. En termes de travail avec les clients, ça aurait été, si on s'était vu auparavant pour travailler ensemble, à un moment donné, ça aurait été combien tu veux d'épargne de précaution Lyon? X euros, très bien. Quels sont tes projets? J'aimerais péter les plombs et partir un mois à New York avec mes potes. Mais en fait, du coup, on aurait préparé ça. En fait. Parce que quand je te dis qu'il faut investir ou préparer ses finances pour faire des projets de vie, c'est ça aussi. C'est aussi des loisirs. C'est aussi se dire, ouais, mais si j'investis, c'est pour profiter de la vie. Par contre, pas question de se mettre en danger. Donc finalement, c'est vraiment à l'inverse et c'est justement s'assurer le bien. Après, tu as un an de salaire d'avance. Moi, j'ai pas de leçon à donner. C'est chacun gère comme il veut. Mais clairement, là aussi, si on travaille ensemble et que tu me disais mes objectifs à 5, 10, 15, 20 ans, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai besoin de ça de côté et du coup, je peux épargner ça. À un moment donné, c'est de la mathématique. Ça me connaît bien. Et c'est de te dire, mais tiens, si les objectifs, on ne peut pas les atteindre parce que tu immobilises trop à l'heure actuelle, ben, je vais pas te dire, faut que tu immobilises moins. Je vais te dire, faut que tu arbitres. C'est ta décision, c'est pas la mienne. Moi, ce que je dis aux gens, moi, j'investis de mon côté, mais ce que je dis aux gens que je rencontre et quand je les aide à investir, c'est le décisionnaire, c'est pas moi. Moi, j'investis de mon côté, il n'y a pas de problème, c'est bon, moi, c'est géré. Donc, vous, comment vous arbitrez les trucs? Parce que finalement, et c'est vraiment que ça. Mais c'est ce qui permet d'être à l'aise, c'est de faire ces choses de manière consciente et pas de se retrouver le bec dans l'eau, justement. Donc, mais c'est très bien que tu l'aies vécu parce qu'en fait, je pense que ça t'a appris beaucoup de choses aussi. J'ai énormément grandi de cette expérience, vraiment. Non. Bien sûr. Et surtout, ça m'a appris plein de choses sur moi-même. Oui. Statut freelance, c'est bourré de bonnes choses, mais ça peut vite. Ça peut vite dégénérer, ouais. Ça peut vite partir dans l'autre sens. Ouais. Du coup, j'aimerais qu'on tacle un sujet qui est récurrent, surtout en France. La dernière fois, je regardais la télé, je crois que c'était il y a quelques mois, et les gens disaient, oui, le premier investissement que les jeunes actifs devraient faire, c'est acheter leur résidence principale. Et moi, du coup, j'étais de mon côté, j'ai un board chez moi, un petit tableau, et j'ai fait le calcul. Et je me suis dit, mais c'est un piège, la résidence principale. C'est pas un investissement. Est-ce que tu pourrais développer cette question, s'il te plaît? Bien sûr. C'est une question super intéressante parce que là encore, on pourrait en parler pendant des heures. Mais bref, moi, je suis passionné. Donc Alors, la résidence principale, on va partir d'une base très vite et ensuite je vais l'expliquer. La résidence principale est un passif financier. Voilà. Explique le terme passif, s'il te plaît, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Tu as entièrement raison. Un actif financier, c'est quelque chose que j'achète qui me ramène de l'argent. C'est actif. Je donne de l'argent contre de l'argent. Un passif, c'est je donne de l'argent et j'ai rien qui revient en retour en termes de valorisation. Acheter un téléphone portable, c'est un passif. C'est un bien de confort, un bien de consommation, c'est un passif. Alors, on pourrait très bien se dire, et c'est là que la notion peut être compliquée, un téléphone portable qui me sert pour mon boulot, donc qui m'aide à gagner de l'argent, est-ce que c'est un actif ou un passif? Donc, c'est toujours pareil. La frontière peut être un petit peu fine sur certains biens de consommation. Mais c'est vraiment ça. Ou par exemple, un véhicule pour un chauffeur. C'est un actif ou c'est un passif? Exactement, c'est un actif. Donc, si ça lui rapporte de l'argent. C'est un actif. Exactement. Et c'est ça la notion. Actif, j'ai placé de l'argent dans quelque chose qui va m'aider à gagner de l'argent. Passif,
j'ai placé de l'argent dans quelque chose qui ne me ramène pas d'argent. C'est tout. Et dont la valorisation, d'ailleurs, fuit avec le temps. Un passif, c'est très souvent, ça se dévalorise. Tu achètes un téléphone, tu veux le revendre le lendemain, il est d'occasion. Donc, tu ne le revends pas au prix que tu l'as acheté la veille. La notion, elle est aussi simple que ça. Et quand je dis que la résidence principale est un passif financier, ça va choquer énormément de monde parce que, et là je reviens sur un phénomène historique, c'est que nos parents n'ont pas vu ça. Je prends l'exemple je vais prendre de ma famille. Je pense que la maison que mes parents ont à Bordeaux doit valoir 250 000, 300 000 euros, je pense, quelque chose comme ça. Ils l'ont acheté, je pense, 70 000 francs il y a 30 ans. Alors déjà, 70 000 francs, il faudrait le convertir en euros. Ensuite, il faudrait rajouter les travaux, les taxes foncières pendant 30 ans, les taxes d'habitation, etc., etc. Bref, peu importe. Voir le vrai coût réel. Très souvent aussi, quand on regarde un coût, les gens disent « Ah, mais tiens, j'ai ma rentabilité », mais ils oublient d'enlever la fiscalité, ils oublient d'enlever certaines charges, etc. Il faut toujours comparer les choses en net de tout. Combien j'ai à la fin, net sur mon compte, impôt payé. Et il y a une telle inflation que nos parents, nos grands-parents ont fait de belles plus-values, très souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de faire la même chose? Notre génération. Est-ce que le marché immobilier qui est très haut en France, on sera capable d'avoir la même valorisation dans le temps? Moi, personnellement, je ne suis pas sûr. J'ai chiffré un truc la dernière fois. Pour avoir un bénéfice, quand on prend un appartement, quand on achète une résidence principale, un appartement, dans une grande ville de France, Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille, si on achète 200 000 euros, et avec des charges locatives moyennes, taxes foncières moyennes, etc., à 25 ans, si on voulait faire une plus-value, il faudrait quasiment que le prix de l'appartement est doublé pour être sur une opération blanche. Nos parents ont pu le faire. Inflation, passage à l'euro, etc. Nos parents ont pu le faire. Mais en plus, c'est pas vrai. Ils l'ont fait comptablement, mais si demain ils vendaient, il faudrait qu'ils rachètent autre chose au prix du marché. Exactement. Donc en réalité, la plus-value, elle n'est pas nette. Elle est nette s'ils achètent quelque chose de moins cher. Oui. Qui aujourd'hui, à bien équivalent, ne se trouve pas. Donc en réalité, c'est du latent. Donc ça, c'est le premier point. Donc, quand je dis que la résidence principale est un passif financier, c'est que très souvent, la rentabilité, si on devait calculer la rentabilité d'un investissement de résidence principale, est négative. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est un passif financier. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale. Je dis qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, on se dit, ouais, mais si je loue, je jette un loyer par les fenêtres. Et ça, c'est la mauvaise raison. Parce que si on se dit, mécaniquement, on dépense plus d'argent dans sa résidence principale que dans sa location. Parce que déjà, on a des charges en plus, et parce qu'en plus, on prend plus soin, on met plus d'argent dedans. Tu voulais dire quelque chose? Oui, justement, je voulais que tu expliques pourquoi. Oui. Parce surtout, il y a la notion, quand tu fais un crédit, si tu achètes une maison à 200 000 euros, elle ne va pas te coûter 200 000 euros, mais 220 000 euros pour la même maison. Il y a le phénomène psychologique que tu disais où tu as tendance à plus investir dans ta maison que dans ton appartement que tu vas louer, tu vas refaire des travaux, etc. Donc finalement, tu vas t'endetter à une plus haute hauteur lorsque tu vas acheter ta résidence principale versus je loue un appartement pour vivre. Exactement. Il y a tellement de frais de notaire, travaux, taxes foncières, entretien, etc., etc. Donc, en fait, sur un an, on pourrait presque se dire, en fait, j'avais chiffré ça, je le présente en conférence, parce que de temps en temps, je fais des conférences sur l'immobilier. Et en fait, la résidence principale via la location, en termes de dépenses, en termes uniquement de coûts, de perte d'argent, le bilan s'équilibre à peu près à entre 6 et 8 ans, alors ça dépend des villes, ça dépend de plein de choses, à 6 à 8 ans entre louer ou acheter sa résidence principale. Donc déjà, question qu'il faut se dire, c'est si j'achète ma résidence principale, combien de temps je me projette? Parce qu'il y a tellement de frais à l'entrée, frais de notaire, travaux, ameublement, etc., que si c'est pour 3 ans, il ne faut pas le faire, hein, clairement. Si entre-temps le marché immobilier corrige, alors là, c'est la cata. On se retrouve avec un crédit sur le dos et on ne peut plus déménager. Maintenant, comme on dépense mensuellement plus d'argent,
faut comparer ce qui est comparable. Louer et investir le différentiel qui n'est pas dépensé. Le faire à iso-participation, finalement. Et donc, on se rend compte que via la mécanique des intérêts composés, c'est-à-dire que je génère des intérêts dans le placement, eh bien, en fait, dans certains cas, il est en termes de création de patrimoine plus intéressant de rester locataire et de placer à côté en création de patrimoine que d'acheter ta résidence principale. Donc, ce que je dis, c'est pas qu'il ne faut pas acheter ta résidence principale, c'est qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Je veux acheter ma résidence principale parce que je jette un loyer par les fenêtres, c'est pas une bonne raison. En réalité, il faudrait le chiffrer mathématiquement. Par contre, je veux acheter ma résidence principale parce que je veux me sentir chez moi, c'est mon projet de vie, c'est mon envie, c'est une bonne raison. Je veux acheter ma résidence principale parce que j'ai des enfants, je veux qu'ils aient quelque chose, si demain il m'arrive quelque chose, qu'ils aient un toit. C'est une bonne raison. Je veux acheter ma résidence principale pour protéger mes proches. Je veux acheter ma résidence principale parce que j'ai plus foi en ça, quand du placement boursier, etc. Je me sens plus à l'aise. C'est une bonne raison. Donc, mais il faut avoir conscience que c'est pas un passif, que c'est pas un actif, que c'est plutôt un passif. En fait, la résidence principale, moi je le compare très souvent à un contrat de prévoyance. Il m'arrive une tuile, j'ai ça. Mais un contrat de prévoyance, c'est une assurance. Quand tu as ton assurance auto, je ne pense pas que tu réfléchis à la rentabilité de ton assurance auto. Tu sais que tu as de grandes chances que tu sois perdant. Ou alors c'est que tu as un accident, et entre guillemets, si tu es gagnant, ben, c'est qu'il t'est arrivé une tuile. Et bien la résidence principale, c'est pareil. Il faut se dire, globalement, probablement, je ne serai pas gagnant, mais s'il m'arrive une tuile, c'est là. J'aimerais qu'on explore un autre aspect de l'achat de la résidence principale qui est, imaginons demain j'achète un appartement pour y vivre, je l'achète à 200 000 euros, je vais devoir faire un crédit parce que malheureusement j'ai pas 200 000 euros en cash de côté, même plus du coup, un crédit à 220 000 euros. Imaginons que je m'endette donc à 110% sur 25 ans et que j'ai des mensualités, alors je dis peut-être des bêtises, mais imaginons que j'ai des mensualités à 1 000 euros et que j'ai 3 000 euros de salaire. Ok. Donc j'ai un taux d'endettement qui est environ de 33%, qui est aujourd'hui la capacité maximale d'endettement. Ça me bloque, et corrige-moi si je me trompe, pour faire d'autres achats, d'autres investissements qui pourraient, eux, me rapporter de l'argent. Donc quelque part, je m'enferme un petit peu dans une prison dorée qui est ma maison principale, parce que sur 25 ans, à moins que j'augmente mes revenus, et de manière substantielle, puisque quelque part, je vais devoir investir, et un achat, ça coûte cher, mine de rien, un appartement. Donc je me mets dans une position où, à moins que je revende ma résidence principale, je suis un petit peu bloqué. À moins que peut-être je sois extrêmement convaincant auprès de la banque et que j'arrive à leur faire comprendre que certes c'est un risque, mais je vais générer et gagner plein d'argent avec ce nouveau bien. C'est tout à fait vrai. Le truc, c'est que c'est la même chose. Là, il faut être honnête intellectuellement. C'est la même chose même si tu restes locataire, parce que quand on calcule le taux d'endettement, les banques prennent le loyer si tu es locataire. Donc après, mécaniquement, entre une dépense de résidence principale et un loyer, souvent on a moins de loyer que ce qu'on paierait en résidence principale, donc on a un petit bout de levier pour quand même faire, par exemple, de l'investissement locatif et quand même lever de la dette. Mais on va quand même avoir un plafond. Et moi, ça, j'avertis aussi le nombre de personnes que j'ai vues se payer des formations à 300 euros en me disant comment devenir rentier immobilier en 3 ans en étant au chômage, unijambiste, aveugle et voilà et tout ça. Ça, c'est bien mignon, mais quand on se confronte à une banque, si votre dossier n'est pas bon, votre dossier passe pas, point barre. Il n'y a pas de j'ai 60% de taux d'endettement, mais mon projet il est super. La banque, elle vous ferme la porte, point barre. Donc les vendeurs de rêves, moi, ça m'agace un petit peu parce que c'est vrai que c'est faisable dans certains cas. Pareil, trouver des investissements locatifs qui font du 100% autofinancement, c'est de plus en plus rare. Ou alors c'est qu'on n'est pas dans les grandes villes. Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment complexe. Après, la formule du taux d'endettement, il faut se rendre compte aussi qu'elle est extrêmement pénalisante. Dans le sens où, comme tu l'as calculé, dépenses sur revenus, mais quand on a de l'investissement locatif, on rajoute du coup les loyers qu'on touche, et en dénominateur sur les revenus, on rajoute les loyers qu'on touche, et sur les dépenses, on rajoute les mensualités de crédit. La banque va toujours prendre un loyer même si vous êtes locataire. Si vous êtes domicilié chez vos parents,
votre banque sait que sur un crédit de 25 ans, vous n'allez pas rester domicilié chez vos parents pendant 25 ans. Donc, ils vont prendre un loyer fictif. Donc, faut pas se mentir. La banque va toujours prendre une marge de précaution. Et sur les revenus que vous touchez, si vous avez des loyers, ils ne vont pas les prendre à 100%. Donc, ça veut dire que pour 1 euro de crédit, ils ne vont pas prendre 100% de loyer en face. Donc, c'est une formule qui se dégrade très, très vite. Mais piloter le taux d'endettement, c'est justement un levier. Et c'est extrêmement complexe. Parce que tu le dis dans ce sens, et tu as totalement raison. Aujourd'hui, j'achète ma résidence principale, probablement, je me bloque sur beaucoup de points. Mais aussi à l'inverse, là où c'est difficile, c'est qu'il faut faire attention au cas inverse. Si aujourd'hui, on se dit, je pourrais faire 300 000 euros, 400 000 euros d'investissement locatif, et que je l'ai fait, mais que dans 10 ans, je suis marié, j'ai des enfants, et je veux acheter ma résidence principale pour les couvrir. Et si j'ai fait trop d'investissement locatif, je ne peux pas acheter ma résidence principale. Alors, j'aimerais compléter là-dessus, à moins que ces investissements génèrent un cash flow positif. Non? Parce que dans le cas où ces investissements, alors je sais que c'est compliqué, tu vas me dire ça n'arrive pas, etc. Moi, je vais arriver à le faire là, sur mon premier investissement. Ouais. Donc, si j'arrive à être intelligent dans mes investissements et que je génère quand même, j'arrive à non seulement autofinancer mon bien, mais à générer quelques centaines d'euros par mois tous les mois, est-ce que je suis limité dans le nombre d'investissements que je vais pouvoir faire, dans la logique dont tu parlais? Bien sûr, parce qu'une banque, même si déjà félicitations si tu arrives à avoir un investissement autofinancé, c'est de plus en plus rare. Je sais pas où tu l'as fait. Sur Lyon, c'était à Lyon? Non. Alors, je l'ai fait dans le sud de la France, à Narbonne, et Ok. pour être complètement transparent, c'est de la location touristique. Ok. Ouais, donc Après, si tu veux, tu pourras me questionner dans le détail du montage non, mais fiscal parce que on est sur. Ouais, mais voilà, on est sur un marché de niche. On n'est pas sur du classique location meublée oui, en centre-ville de grande ville. Voilà. on est d'accord. Donc voilà. Donc sur des marchés de niche, en effet, on peut encore aujourd'hui trouver des investissements autofinancés. Mais il ne faut pas se mentir. À rentabilité plus forte, risque plus fort. Tout simplement. La location touristique, parce qu'il ne faudrait pas croire que les auditeurs, sinon tous les auditeurs, ils vont se dire, moi je veux faire du touristique à Narbonne. Donc, on est sur une ville qui n'a pas le même dynamisme que des grandes villes, et on a un risque touristique qui est plus rémunérateur. Mais si tu prends par exemple le cas du Covid, si tu te manges un confinement pendant l'été, t'es pas bien. Donc c'est pour ça que c'est juste que le risque est ailleurs. Le risque est ailleurs. Donc, aujourd'hui, l'autofinancement dans les grandes villes où il y a énormément de tensions locatives, c'est de plus en plus rare. Après, on peut aller trouver des pépites sur. Moi, j'aime beaucoup les banlieues. Le mot banlieue est souvent connoté, mais j'aime beaucoup les banlieues de grandes villes. Tu vois. Si on prend Paris, première, deuxième, troisième, quatrième couronne. Alors, Paris, on peut aller même très loin. Lyon, première couronne, deuxième couronne. Il y a des coins très sympas. Bordeaux, première couronne, deuxième couronne. C'est une ville que je connais bien. Nantes, on va plutôt dire première couronne. Toulouse, première couronne. Il y a des choses super et c'est en termes relatifs, si une ville croît en termes relatifs, quand on prend 500 euros du mètre carré, mais qu'on le prend sur quelque chose qui vaut 5 000 euros du mètre carré, ou si on le prend sur quelque chose qui vaut 3 000 euros du mètre carré, la plus-value, elle est faite ailleurs. Donc si on prend par exemple l'immobilier en Ile-de-France, ceux qui ont fait la plus forte plus-value, ce n'est pas ceux qui ont acheté 10 000 du mètre et qui sont passés à 13 000, c'est ceux qui l'ont acheté à 3 500 qui sont passés à 7. Donc c'est ça qui est intéressant de voir. Donc, pour en revenir à ta question, parce que je me suis un peu éparpillé, la banque va le prendre en compte, ton cash flow positif. Et évidemment, ça serait théoriquement l'idéal. Mais à un moment donné, si tu as 3 000 euros de revenus, tu peux faire autant de cash flow positif que tu veux, ils ne vont pas te lâcher 1 million de dettes. Parce qu'ils savent que si demain il y a une crise, tu te retrouves avec 7 000 euros de mensualité et tu ne pourras pas. Donc, il y aura un plafond. Après, quelle est la pratique? Ça dépend de toutes les banques, ça dépend de ta relation avec ton banquier, ça dépend de ton niveau de revenu. C'est-à-dire, quelqu'un qui a 3 000 euros ne pourra pas faire 1 million de dettes, mais quelqu'un qui gagne le double, 6 000 euros, ne pourra pas faire 2 millions de dettes. Enfin, là, c'est vraiment du cas par cas. J'ai échangé avec mon banquier, justement, parce que j'ai une bonne relation avec lui, et il m'a dit que dans tous les cas, c'est la Banque Populaire, pour être transparent, Banque Populaire du Sud, et il m'a dit qu'il me suivrait jusqu'à 600 000 euros d'investissement, non pas par rapport à mes revenus qui tentent à s'accroître, mais plus par rapport à la nature même de l'argent qu'ils prêtent
C'est-à-dire que c'est pas ils sont pas dans cette logique d'investissement, etc. Il m'a dit par contre, il y a d'autres banques qui le font très bien et à ce moment-là, même si je suis pas censé vous le dire, à chaque fois il me dit, mais il y a d'autres banques qui vous permettront d'aller plus loin. Ah, bien sûr. On peut toujours trouver. Après, il y a des montages. On peut passer via des SCI. On peut passer. Enfin, on va pas rentrer dans le détail technique parce qu'on n'aura pas le temps. Et moi, j'aime pas survoler les sujets. J'aime bien rentrer toujours dans le cœur parce que pour pas laisser les gens sur la faim. Mais il y a un vrai, il y a un vrai sujet. Pareil. Pourquoi? Est-ce que souvent il y a des gens qui me disent est-ce que vous voulez être millionnaire? Tout le monde veut être millionnaire. Est-ce qu'on en a besoin? Quel est l'objectif? Pourquoi on veut le faire? Est-ce que toi, Lilian Alvarez, tu as besoin d'avoir 600 000 euros de patrimoine immobilier? Oh, j'ai besoin de beaucoup plus. mais ça, à la limite, c'est ta gestion, c'est ton problème. Mais je veux dire, tu vois, donc si tu as besoin de plus, il va falloir trouver un moyen de le faire. Et en réalité, si tu avais eu besoin de moins, est-ce que tu serais allé prendre du risque qui est dispensable pour rien? Peut-être pas. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est toujours le prix de la tranquillité aussi à un moment donné. C'est marrant parce que c'est le conseiller en investissement qui dit ça. Normalement, je devrais pousser les gens à dire faites au max, faites au max, faites au max. Sauf que la question en réalité aujourd'hui, elle est bien plus complexe que ça. Et aussi, une rentabilité reste une rentabilité. Si aujourd'hui, je place 100 euros par mois, je dis n'importe quoi, sur un contrat de placement qui me ramène 5%, mais que je calcule ma rentabilité immobilière, c'est-à-dire j'ai un loyer brut par rapport au prix de mon achat qui est de 6%, mais sur lequel j'ai du levier de crédit parce que j'ai mes loyers qui compensent mon crédit, mais j'ai dessus des charges de copro, des taxes foncières, etc., des impôts. Et si aujourd'hui, je calcule une rentabilité nette de tout de 5%, le contrat de placement ou le contrat immobilier, c'est la même chose. Il faut comparer la rentabilité net. Très souvent, il y a des gens qui me disent l'immobilier est plus rentable. Si on calcule une renta net et qu'en placement, on a la même renta, ça revient à la même chose. Oui, parce que d'un côté, il va y avoir les intérêts composés et de l'autre, il va y avoir le prix du bien lorsqu'on a fini de rembourser le crédit. C'est un petit peu cette logique-là? Exactement. C'est un petit peu cette logique-là. C'est-à-dire que quand tu as fini de rembourser, que tu simules une revente, parce qu'il faut simuler une sortie, entre guillemets, pour calculer la renta, sinon tu te mets en phase de rente, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini de rembourser, tu encaisses des loyers, donc on ne peut pas valoriser. Mais il faut ce qu'on appelle une duration, c'est-à-dire à un moment donné, stop, ça s'arrête. En fait, c'est vraiment ça. C'est parce que c'est deux leviers différents. L'un, c'est de l'intérêt composé. Dans l'immobilier, on est sur du levier de crédit. Donc, c'est pas le même levier. Donc, c'est pas la même mécanique. Mais si on arrive à 5% net, en fait, en termes de création patrimoniale, les deux auront la même chose au même moment. À 20 ans. Je place 100 euros par mois dans une assurance vie qui m'amène 5%. Tu places 100 euros par mois dans un investissement locatif qui te ramène 5%. On fait le bilan à 20 ans, on a le même patrimoine. Ok. Est-ce que tu peux expliquer le principe des intérêts composés, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, le principe des intérêts composés, c'est la plus grande force de l'univers, les intérêts composés. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein. Donc, faut le prendre pour content parce qu'il a dit plein de choses intéressantes, Einstein. Les intérêts composés, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, j'ai 100 euros qui tournent à 5%. Je vais donc avoir au bout d'un an, à 5% annuel, je vais donc avoir au bout d'un an, je vais gagner 5% de 100 euros, et j'aurai donc 105. Ça, c'est ce qu'on appelle un intérêt simple. Si on est sur l'intérêt simple, l'année d'après, je vais avoir toujours 100 qui vont me ramener 5. Ça, c'est ce qu'on va avoir, par exemple, dans l'immobilier. J'ai 200 000 euros de patrimoine immobilier, j'ai 500 euros de loyer. Mais ces loyers, finalement, ils sont fixes par rapport à mes 200 000 euros qui sont placés. C'est de l'intérêt simple. L'intérêt composé, c'est en fait l'idée de générer des intérêts d'intérêt. C'est ce qu'on a par exemple dans les livrets bancaires, qui aujourd'hui génèrent peu d'intérêts, mais ou en tout cas dans le placement financier. J'ai 100, je me retrouve donc avec 105 au bout d'un an, mais ensuite je vais avoir 5% de 105. Donc je vais gagner un petit peu plus que 5, etc. etc. Alors on peut se dire, ouais d'accord, je vais gagner 5% de 5 en plus. Ça représente rien. Sauf que cette mécanique-là, sur un horizon de long terme, elle est extrêmement puissante et elle est totalement négligée. Je vais prendre un exemple typique de préparation de la retraite.
c'est un exemple que je sors toujours en début de conférence pour expliquer la mécanique des intérêts composés et qui est primordial de comprendre en termes d'effort. Imaginons que j'ai 20 ans, il y a quelques années, j'ai 20 ans et je décide de placer 100 euros par mois. Ces 100 euros par mois, je vais les placer jusqu'à ma retraite à 65 ans. Okay. Aujourd'hui, je me retrouve à 65 ans. Si ces 100 euros par mois tournent à 5%, alors si ça ne tourne pas, mais je vais avoir mis 100 euros par mois, donc 1200 euros par an, pendant 45 ans, donc je vais avoir mis à peu près 54 000 euros de côté. Si je les fais tourner à 5%, je vais arriver à plus de 200 000 euros. Si je les fais tourner à 10%, je vais quasiment arriver à 1 million. Bon, faut le trouver, le 10% net pendant 45 ans. Ça, je dis pas. Mais on voit déjà l'effet exponentiel des taux d'intérêt. Et le fait de les avoir pendant longtemps. C'est-à-dire finalement à un taux d'intérêt 2 fois plus grand, 2 fois plus fort de rémunération. Je ne vais pas avoir 2 fois plus d'argent, je vais avoir 5 fois plus d'argent. Et ensuite, on va parler du timing. J'épargne 100 euros par mois, mais pendant 45 ans, je ne change pas mon comportement économique. Tu te rappelles tout à l'heure, on parlait de comportement économique. C'est-à-dire pendant 45 ans, je fais 100 euros par mois pour avoir ces résultats-là. Si au lieu de faire à 20 ans, je le fais à 30 ans et que je veux les mêmes résultats, j'ai donc enlevé 10 ans sur 45 ans d'investissement. Mais en fait, pour avoir les mêmes résultats avec le même niveau de rentabilité, donc le même produit, j'ai flingué un quart de placement et c'est pas 100 euros par mois que je devrais mettre pour avoir le même résultat, c'est 265 euros par mois. Donc j'ai bousillé un quart de mon horizon de placement, je dois faire 2,6 fois plus d'efforts. J'ai 40 ans, j'ai toujours pas fait le truc. J'ai flingué la moitié de mon temps pour avoir les mêmes résultats que celui qui a fait 100 euros par mois. Il faut que je mette 700 euros de côté pendant 25 ans. J'ai utilisé la moitié de mon temps, je dois faire 7 fois plus d'efforts. Et en plus, je dois faire 700 euros pendant tout le temps qui me reste. Alors que celui qui a commencé à 20 ans et qui a mis 100 euros, il reste à 100 euros. Il n'a pas besoin de changer, il n'a pas besoin d'augmenter. Et si je le fais à 15 années de la retraite, alors là, c'est carrément plus de 1000 euros. Donc, c'est là que c'est très dur, et c'est là où c'est compliqué, c'est de se dire, et c'est là où je renvoie les gens à leur comportement économique. C'est évidemment à 20 ans épargner 100 euros par mois, c'est pas forcément simple, on n'est pas forcément dans la vie active, etc. On dépense, on va à New York, et on claque tout en bouteille de champagne. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette conscience-là. Et on dit, je penserai à l'avenir plus tard. Sauf qu'aujourd'hui, à 30 ans, qui met 265 euros de côté par mois? Alors, tu vas me dire les freelances en informatique, un truc comme ça va. On met beaucoup plus, mais oui. mais qui, en moyenne en France, qui le fait? Est-ce que c'est facile à 30 ans de mettre 265 euros de côté par mois? Pas tout le monde. Est-ce qu'à 40 ans, c'est facile de mettre 700 euros de côté par mois? Encore moins, parce qu'en plus, là, on commence à avoir des enfants, on a de la scolarité à payer, on a une résidence principale potentiellement à payer. Oui. Donc, c'est là où ça devient dur. Alors que celui qui a commencé à 20 ans, il a juste à mettre 100 euros. Donc, quand il aura 40, ça reste 100 euros. Et là, ça devient beaucoup plus facile. Tout simplement parce qu'il a pris date avec son comportement économique. Et ça, c'est extrêmement puissant. Tu parles, à chaque fois, tu prends en référence un investissement à 5%. Ouais. Alors, tu ne vas pas aimer ma question, mais est-ce que tu pourrais nous donner des pistes d'investissement financier qui pourraient nous rapporter 5% par an? Bien sûr, mais je peux même t'en donner qui rapportent plus. Mais si ça intéresse tes auditeurs, sinon je reste sur 5%. Moi, je veux que du plus. Alors, du 5%, en fait, aujourd'hui, faut jamais oublier la notion de couple qui est le rendement-risque. C'est très rare les solutions qui proposent de forts rendements avec très peu de risques. Ou alors, c'est qu'il y a un levier derrière. Très souvent, les solutions les plus rentables d'un point de vue net sont celles qui ont un levier fiscal. Très souvent. Celles qui ont les rentes nettes les plus fortes sont celles qui ont un levier fiscal. Alors, ce levier fiscal, il peut être de l'amortissement, il peut être du crédit d'impôt, il peut être tout simplement parce que finalement, et en plus on réduit un petit peu le risque, parce que finalement on sort du risque marché ou on sort du risque investissement pour un risque fourni par l'État, pour une rémunération fournie par l'État. Donc c'est intéressant finalement. Je m'enlève du risque et je me rajoute une renta. Je fais de la loi de défiscalisation en immobilier. Il y a des gens qui sont fans, d'autres qui ne le sont pas. C'est pareil, on pourrait en faire un débat d'une heure. Finalement, je touche des loyers. J'en touche peut-être moins parce qu'on est souvent plafonné. Par contre, j'ai une rémunération qui vient de l'État.
Donc finalement, demain, j'ai pas de locataire, j'ai quand même une rémunération qui vient de l'État, tu vois. Donc finalement, le couple rendement-risque, c'est un petit peu une notion qui est à comparer, justement. C'est ce qui permet de comparer les produits financiers entre eux. Donc aujourd'hui, si on veut du pas risqué, on est à 1%. 0,5% sur le livret A, les fonds euros en assurance vie aux alentours de 1%. Si on commence à aller sur des profils un petit peu plus dynamiques, mais en restant dans le prudent, on peut atteindre du 2%, 2,5%. Si on va sur des profils équilibrés, et là je me base sur un historique. Une seconde, tu parles à 2,5%, tu peux nous donner des noms d'investissements qui fournissent ce taux de rentabilité? Alors, des fonds euro boostés, des fonds obligataires prudents, de l'immobilier de service où il y a un exploitant. Donc on va être même un peu plus que ça. D'ailleurs, je suis un peu méchant là pour le coup, je le casse un petit peu. En réalité, ça peut être plus rentable que ça. Mais donc, ce qui est bien quand il y a un exploitant, c'est qu'en fait, qui est locataire ou pas locataire, on s'en fout, il y a exploitant, donc c'est l'exploitant qui paye. Mais souvent, finalement, on n'est pas à 100% du loyer qu'on pourrait toucher. Ce genre de choses. Tu vois, Ok. ce genre de choses. Donc, il y a quand même des pistes. Ensuite, si on va sur quelque chose d'un petit peu plus dynamique, sur un comportement équilibré, là, on va pouvoir atteindre du 3, 4, 5. Si je regarde les historiques, moi, je tiens à le dire aussi, très haut et fort, attention au podcast, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc, je ne veux pas non plus que ce que je dis là soit retourné contre moi dans quelques années. Mais historiquement, ça s'est vu, ça s'est fait. L'immobilier, le secteur de l'immobilier va être en général, alors sauf si on arrive à faire de l'autofinancement, ça serait l'idéal, mais entre 4 et 12. C'est vaste, hein, entre 4 et 12 selon les montages. Sauf qu'aujourd'hui, un mauvais montage de financement, de crédit, il peut bousiller une rentabilité. Vraiment. J'ai vu des opérations qui, sur le papier, pouvaient ramener du 7% net. Et en fait, quand on a fait les calculs avec le montage financier, l'apport, la durée de crédit, le machin, etc., le taux, on tombait à 3% net. Hein. Au final, s'embêter à faire l'immobilier pour ça, dommage. Donc voilà. Donc il y a plein de pistes. La question, c'est quel est le risque qu'on prend et surtout quel est l'horizon de placement. Plus on va aller chercher des rentabilités hautes, plus il va falloir voir loin pour pouvoir tout simplement amortir les mouvements de marché, qu'ils soient immobiliers ou qu'ils soient... Alors, je tiens aussi à dire à tes auditeurs, moi, et ceux qui travaillent avec moi le savent, j'irai jamais dire qu'une solution est mauvaise. Aucune. J'irai jamais dire, alors, à part des solutions vraiment très, 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 très particulières, où on est sur des niches de placement, mais qui peuvent être intéressantes, mais qui sont presque plus des investissements plaisir qu'autre chose. Mais j'irai jamais dire, tu vois, il y a des gens qui me disent l'immobilier neuf, la défiscalisation, ou l'ancien, ou machin, etc. Ça c'est mieux que ça c'est mieux que ça. Non, c'est pas vrai. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est comme si demain je te disais les pâtes c'est mieux que le riz. Tu vas me dire mais il est complètement con. Je vais dire un truc pareil. Ça dépend de ce que tu achètes en fait. Alors moi je suis plus pâtes que riz, mais tu prends des pâtes marque Pouce et du riz fantastique, ton riz va devenir que des pâtes. Donc. Et puis c'est juste pas le même goût, c'est pas la même chose. Et c'est exactement pareil dans l'investissement. L'idée c'est quel levier on active pour identifier ce qu'on fait. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Très souvent, si vous entendez quelqu'un vous dire ça c'est mieux que ça, c'est soit un investisseur qui a eu une expérience positive sur l'un ou négative sur l'autre, soit c'est un commercial que vous avez en face. Et il a quelque chose à vous vendre. Voilà. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Je me suis un petit peu intéressé, moi, à la bourse. Et les études que j'avais pu voir, c'était que sur le long terme et historiquement, on gagnait pas mal d'argent en bourse, 7 à 8%, lorsqu'on investissait sur un index boursier type CAC 40 ou SP500 pour les États-Unis. Donc 7-8%. Par contre, il fallait investir sur le long terme parce qu'on allait avoir des fluctuations. Des fois, on va être à moins 25%, des fois, on va être à plus 35%, et ça va s'équilibrer, mais à travers le temps. Une autre statistique aussi intéressante, je crois que c'est le site eToro qui permet de faire du trading. Ils ont sorti cette stat, ils ont dit que les gens qui faisaient du day trading, c'est-à-dire qui essaient d'acheter et de vendre et de sentir un petit peu la bourse, perdaient en moyenne 36% par an. 36%. C'est énorme. C'est-à-dire que tu veux placer ton argent, tu essaies de faire le magicien un petit peu en devinant si ça va monter, ça va descendre, et finalement tu perds de l'argent, en plus du temps que tu vas investir, etc. etc. Alors que si tu te dis, ok, je vais être plutôt conservateur, je vais viser le long terme, on est quand même à des rendements sur 7-8%, historiquement bien entendu.
Bien sûr. Mais alors, à un moment donné, c'est un métier, en fait. Et à un moment donné, si même les gérants, parce qu'on peut dire, ah, les gérants, ils font n'importe quoi, les financiers font n'importe quoi. Un gérant qui perd de l'argent, il est mal, hein. Donc, c'est pas son objectif, hein. Donc, on peut lui en vouloir parce qu'entre guillemets, son objectif, c'est d'en faire gagner, mais voilà. Donc, on peut lui dire, ah, c'est chiant. Mais c'était pas son but à la base, hein. Donc, il fait pas exprès, hein. Si un spécialiste qui connaît son industrie, qui connaît son secteur d'investissement, qui connaît sa géographie d'investissement, se plante, alors que lui, il y passe ses journées, un particulier qui, même s'il s'y connaît un petit peu, ça va être un carnage. Quand on veut faire aussi de l'investissement, il faut toujours maîtriser l'impact des frais. Toujours. Les frais, c'est pas l'ennemi. C'est vraiment pas l'ennemi. Très souvent, on dit, ouais, moi, je veux des trucs low cost, je veux pas payer de frais, machin, etc. Mais en fait, ça dépend. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on achète? Quel service on achète? Quel suivi on achète? Donc, les frais, c'est pas forcément l'ennemi. Par exemple, si tu prends, paradoxalement, si tu payes des frais sur quelque chose, si tu prends des frais de je sais pas, 5%, ça peut être énorme, 5% sur du placement en entrée, mais en fait, si tu as bien géré ton investissement dans le temps, ton impact, il va être de 0,3, 0,4 à long terme. Parce qu'en fait, tu les amortis, tes frais, comme dans l'immobilier, finalement. Donc, les frais, c'est pas l'ennemi, mais ça peut être l'ennemi aussi. Le problème des opérations quand on veut jouer au magicien, c'est que on bousille la rentabilité, parce que non seulement on ne génère pas de bénéfices, mais qu'à force de faire des allers-retours, on paye des frais, et encore des frais, et toujours des frais, et des frais, des frais, des frais, des frais. Donc on multiplie cet effet. Donc ça, c'est un vrai problème. Il ne faut pas jouer au magicien. Quand on est la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs, c'est pas de la magie. Moi, je fais pas de stock picking, enfin justement de gestion d'actifs direct. J'en ai fait dans mes expériences passées, mais pas maintenant. Quand on réfléchit à une allocation, on réfléchit à un profil de risque, on réfléchit à une diversification entre fonds, on réfléchit à un comportement économique. Comment générer de l'argent avec quelque chose qui n'en fait pas? Je crois que c'est possible, mais en fait, c'est totalement possible. Aujourd'hui, je prends un fonds, il est à ce niveau-là, il arrive dans 10 ans à ce niveau-là, il n'a tellement pas généré de valeur, mais en fait, s'il a fait ça, en investissement de manière progressive, j'ai généré de la rentabilité. Tu peux expliquer ce principe, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. C'est qu'en fait, quand tu as des phénomènes de marché, tout le monde veut investir quand c'est au plus bas, et il ne faut pas investir quand c'est au plus haut. Sauf que quand est-ce que ça arrive, ça? Qui a une boule de cristal? On ne sait pas. Là encore, le CAC est remonté à 5300 hier. Je n'ai pas regardé ce matin. Moi, honnêtement, vu les indicateurs économiques, alors c'est la Banque centrale qui rachète, qui envoie de la liquidité, mais il n'y avait pas d'indicateur qui prévoyait ça à la base. Donc, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, il faut être super actif en tant que particulier, prendre la décision, le faire au bon moment, que même d'un point de vue opérationnel, ce soit traité. Arrivé au bon moment, personne ne s'est séquencé. Donc l'idée, c'est de se dire pourquoi on n'investirait pas de manière progressive et régulière. Et le fait de faire ça, ça te permet aussi de lisser ce qu'on appelle le point mort. Si aujourd'hui, je prends un indice qui vaut 1000, s'en fout, j'investis à ce niveau-là, je suis à un niveau de 1000. Mais sauf que demain, si l'indice il passe à 500, j'ai perdu 50%. S'il remonte à 1000, je suis à 0%. Ok. Si j'investis maintenant de manière régulière, j'ai investi quand je suis à 1000, et cet investissement, cette partie de mon investissement, elle aura généré 0. Par contre, si j'investis de manière régulière et de manière automatique, j'ai mis un bout de mon argent quand c'était à 500. Tu vois? Donc, finalement, avoir un comportement régulier, c'est ce qui permet de lisser ta volatilité, ce qu'on appelle la volatilité. Le yo-yo, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Donc, un placement financier garanti par l'État bancaire n'a pas de volatilité, il est garanti. Mais par contre, un placement financier qui fait un coup plus 10%, moins 3, plus 8%, c'est de la volatilité. C'est un petit peu le... Et donc finalement, avoir un comportement de régulier permet de lisser cette volatilité parce qu'on va avoir plein de petits points d'entrée sur les marchés qui, dans le temps, vont se lisser. Et en fait, il faut se dire une chose, c'est que l'investissement dans les fonds, là où quelqu'un veut acheter des titres en direct ou des trackers, ce qu'on appelle les trackers, des indices, c'est que là, on joue sur la pure valorisation. Alors que quand on détient les titres, donc via une poche de fonds, les gérants encaissent non seulement de la valorisation quand les titres fluctuent à la hausse, mais aussi des dividendes ou des intérêts. Et ces intérêts et ces dividendes, qu'est-ce qu'ils font? Ils les réinvestissent. Donc eux-mêmes vont générer de l'intérêt, et eux-mêmes vont lisser ce point mort. Donc l'intérêt aussi en tant que particulier, quand on n'est pas un expert, c'est d'avoir un comportement régulier pour lisser la volatilité, diversifier les gérants, leur laisser faire leur métier parce que c'est leur job. Alors, la confiance n'exclut pas le contrôle, on est d'accord, mais
à un moment donné, si les gens ils ont fait 5 ans d'études là-dedans et 10 ans d'expérience et qu'ils connaissent leur secteur, ils vont mieux savoir que vous comment ça va se passer sur le marché américain ou sur le marché asiatique ou autre. Et finalement, leur laisser faire ce travail. Parce que, tu vois, l'apprenti sorcier, ça peut être extrêmement dangereux. Et on joue avec l'émotionnel. Moi, j'ai démarré dans l'investissement quand j'avais 18 ans avec du trading sur devises. C'est le truc le plus volatile de la Terre. Voilà. Et c'est marrant parce que j'avais commencé sur eToro. Et comment ça s'est passé pour toi? Très mal. Très mal. Évidemment, très mal. Je regrette absolument pas. J'ai pas perdu beaucoup. À l'époque, pour moi, ça me semblait une somme énorme parce que j'étais étudiant, mais j'ai pas perdu beaucoup en vrai. Mais évidemment, par contre, ça m'a appris beaucoup de choses. Bon, après, j'étais un peu tard. Je mettais le réveil à 2 heures du matin pour suivre les news économiques qui étaient publiées aux États-Unis, etc., et prendre des positions en direct. Non, mais j'étais un peu foutu. Et le problème de ces investissements-là, c'est aussi souvent qu'on laisse les gens avoir des effets de levier. C'est-à-dire que quand le truc bouge, l'indice bouge un petit peu, en réalité, la valorisation du portefeuille bouge beaucoup plus. Donc ça, c'est très dangereux. Donc il faut faire extrêmement attention. Par contre, en termes de gestion d'actifs, ça m'a appris énormément de choses. Et en termes de comportement économique et comportement émotionnel, ça m'a appris énormément de choses. Donc, je regrette absolument pas cette expérience. Mais clairement, commencer par ça, c'était pas l'idée du siècle. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est vraiment, j'en reviens à gérer ses finances et gérer ses investissements, c'est d'abord du comportement économique, du comportement d'investisseur. C'est maîtriser les leviers, maîtriser leur fonctionnement, diversifier les leviers aussi. L'idée, c'est pas de se dire je ne fais que de l'IMO. Ça peut être je fais un peu de placement, je fais un petit peu d'IMO, etc., etc. Comme ça, on est tranquille. Je fais un petit peu de levier fiscal, je fais un petit peu. Voilà. Et avec ça, déjà, on va être plus tranquille, de 1. De 2, on va avoir des bonnes rentas. De 3, on va absorber aussi des crises. Aujourd'hui, la crise du coronavirus, elle a impacté les marchés boursiers, elle a pour l'instant pas impacté les marchés immobiliers, pas dans les grandes villes en tout cas. À voir ce que ça va devenir. Donc, finalement, jouer la diversification et jouer le placement progressif, ce sont des bonnes pratiques patrimoniales. Et en plus, c'est plus facile. Okay. C'est plus facile de mettre 100 euros par mois que 10 000 euros d'un coup. Alors, du coup, j'ai une question pour toi qui va peut-être en contresens de ça. C'est l'idée de se dire, OK, il y a des crises économiques assez régulièrement, tous les 10 ans, je crois, à peu près. Est-ce que, Adrien, ce ne serait pas intéressant que je garde une somme en cash de côté pour que, dès que les prix chutent et dès qu'on est dans une crise économique, acheter assez violemment par exemple, du SP500 qui, je crois, aujourd'hui est remonté à sa valo, tu vois, et acheter à une valo bien moindre et faire une grosse plus-value lorsque c'est remonté. Alors peut-être que c'est un jeu qui s'adresse à des gens assez fortunés qui peuvent justement avoir des sommes fortes. Quel est ton avis là-dessus ? Ton analyse est parfaite. Si un jour tu cherches une reconversion, envisage la gestion de patrimoine. C'est exactement ça. Quand on fait une gestion, même si on a un comportement économique régulier, moi quand je fais des allocations d'actifs avec mes clients, je garde toujours une poche sécurisée pour justement faire des points d'entrée sur les marchés un peu plus violents, un peu plus forts, quand il y a une correction, en effet. Par contre, sur 100%, je vais avoir 50, 60, 70% de placés, mais par contre, je vais me garder 30% ou entre guillemets, si les marchés crachent, boum, j'y vais d'un coup. Alors ça, c'est si les marchés sont hauts. Parce que si les marchés sont déjà bas, ça ne va pas non plus... bon. Donc, il faut comprendre la conjoncture dans laquelle on se situe. Donc ça, c'est une très bonne pratique. Donc c'est très bien. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que ça aussi, les gérants le font. Donc, là où, entre guillemets, d'un point de vue personnel, si on fait directement de l'achat de titres financiers, il faut évidemment se le mettre en place, sinon c'est un danger. Par contre, quand on investit dans des fonds qui sont gérés, les gérants le font aussi. Donc, quand on a une poche de cash, il faut savoir que dans les fonds qu'on prend, il y a aussi des poches de cash. Donc, on est vraiment, entre guillemets, un peu tranquille. Ensuite, évidemment que c'est intéressant de faire ça, puisque justement, on va baisser notre point d'équilibre beaucoup plus vite, puisqu'on va rentrer sur des points beaucoup plus bas. Maintenant, la question, c'est comment on identifie un point d'équilibre. C'est compliqué. Comment on sait ? C'est extrêmement compliqué, et surtout d'un point de vue opérationnel, entre le moment où j'identifie un point d'équilibre et le moment où ma position est comptabilisée sur le marché, combien de temps il s'est passé ? Et ça peut faire très mal, parce que là, le CAC, il a repris quasiment 1000 points en 10 jours. Tous ceux qui ont fait des versements, par exemple sur des contrats d'assurance vie qui prennent 2 semaines à se mettre en place, et finalement ils vont rentrer trop tard. Ouais. D'où l'idée d'avoir un comportement régulier sur certains placements.
Ensuite, en termes de gestion fortunée, il est évident qu'il vaut mieux mettre en place, comme je te disais tout à l'heure, d'un point de vue comportemental, avoir les appuis solides, c'est-à-dire que mettre en place des bons comportements économiques et patrimoniaux, réguliers, avec lesquels on est tranquille. Et ensuite, évidemment, si, après avoir fait tout ça, après avoir fait la gestion de projet, les 5-6 grandes étapes dont on a parlé tout à l'heure, il reste 5 000, 10 000, 15 000 euros, et qu'on veut s'amuser avec, qu'on veut prendre des positions en bourse, qu'on veut faire du trading, qu'on veut faire... Pourquoi pas? Tant que ça ne met pas en danger la stratégie globale. Moi, mon métier, c'est pas de faire la gestion au jour le jour. Moi, mon métier, c'est d'avoir des stratégies solides. Et de faire de la spéculation journalière, c'est pas une stratégie solide. Il y avait une étude qui avait été faite. Il avait tourné en mode histoire, en réalité c'était en simulation, mais tu prends 10 singes qui prennent des positions au hasard sur les marchés et 10 traders, et en fait, les singes, le meilleur était un trader, le moins bon était un trader, les singes avaient de meilleures rentabilités moyennes que les traders. Le problème, c'est qu'il y en a qui gagnent beaucoup, il y en a qui perdent beaucoup, et donc en réalité, les singes, en prenant des positions au hasard, elles savent mieux. Donc c'est là qu'il faut entre guillemets rester à sa place. Je trouve ça extrêmement dangereux, même des plateformes comme eToro, cette popularisation du placement, parce qu'aujourd'hui ça devient facile et il y a des gens qui ne se rendent pas compte que derrière il n'y a pas la stratégie qu'il faut, quoi. C'est un petit peu l'emballement qu'il y a eu aussi sur le Bitcoin. Moi je suis pas un grand fan de crypto-monnaie, et puis je pense que pour investir dans cette industrie il faut déjà bien la comprendre et c'est très technique. Après, il ne faut pas l'exclure non plus si quelqu'un s'y connaît, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu accessible à beaucoup de gens trop vite, et qui, au lieu de se dire j'ai 15 000 euros, ma stratégie c'est un peu de ça, 100 euros par là de manière régulière, machin, etc., mais on mis d'un coup 10 000 euros. Ah oui, non, mais, et du coup, évidemment, quand ça s'est retourné, il y a des gens qui ont perdu des milliers d'euros entiers, quoi. Donc, c'est vraiment ça. C'est un petit peu le phénomène de la ruée vers l'or qui se répète. Moi, je l'ai vu dans mon métier, puisque je développe des applications mobiles. Et aujourd'hui, il y a, alors peut-être un petit peu moins aujourd'hui, encore que, quand je crois que c'était... La première étape, c'est lorsque Instagram a été racheté après 500 jours d'existence par Facebook pour 1 milliard. Tout le monde s'est dit, wow, en 500 jours, ils ont fait 1 milliard. Et après, ça a été pire, c'est quand quand Facebook a racheté WhatsApp pour 19 milliards, les gens ils sont devenus dingues, ils se sont dit ok, une petite application de messagerie vaut 19 milliards, il faut que je teste moi aussi mon idée, et ils ont balancé 50 000, parfois 75 000, voire 100 000 euros dans les développements des applications, alors qu'ils ne savent pas du tout comment ça marche, etc. Et ils ont perdu beaucoup d'argent. Et moi je les vois, je les sens venir, hein. Il y a plein de particuliers qui me contactent parce qu'ils ont une idée d'application, ils veulent créer le nouvel Uber, et ils ne se rendent pas compte que en fait, derrière cette petite interface, il y a une grosse complexité, ne serait-ce que technique, mais aussi d'un point de vue business. Et ouais, je pense que c'est vraiment cette idée de ruée vers l'or qui se répète un petit peu, mais de manière différente, en fait, qui prend une autre forme. Exactement, mais c'est marrant parce que ça fait des siècles que ce phénomène arrive et on n'apprend toujours pas. On n'apprend toujours pas. Et là où c'est difficile, c'est qu'aujourd'hui, on a accès, notre génération, à tout très vite, avec les téléphones, les applis, justement, etc., et que ça devient facile commercialement de faire une action. Mais si on n'a pas une stratégie solide derrière, ça peut être, mais que ce soit, tu l'as dit, et c'est pour ça que j'essaie d'employer des mots pas financiers parce que ça marche pour tout, ça peut être catastrophique. Ça peut être catastrophique si on n'a pas les appuis solides. Donc, au moins, quand on a les appuis solides et qu'on a fait du travail en amont, sur ses objectifs, sur l'analyse des cas critiques, etc., mais on sait pas forcément où on va parce que les choses sont imprévisibles, mais on sait qu'on tiendra le coup dans le pire des cas. J'aimerais revenir sur un point que tu as dit tout à l'heure rapidement. Aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus incertain. Et tout à l'heure, tu as dit il y a une crise tous les 10 ans. Ça, c'était vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, avec justement l'investissement massif des particuliers, il y a de plus en plus de flux sur les marchés, avec l'arrivée des robots traders, quoi, des machines de trading. On a beaucoup plus de positions qui sont prises sur le marché.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour te donner une idée, les traders, les banques sont proches des places boursières parce que, en fait, être plus près d'un point de vue du maître permet de gagner quelques dixièmes de millisecondes qui permet de prendre des positions à des meilleurs prix. On est à ça, hein, dans les grandes banques. Alors, pas dans notre sphère à nous de particulier, mais dans les grandes banques, on est quand même à ça, hein. Donc, les mecs, ils se battent pour avoir les locaux les plus près des opérateurs de marché. Donc, c'est extrêmement complexe. Et aujourd'hui, en fait, tout ça a ramené beaucoup plus de volatilité. Et c'est là aussi où il y a un phénomène générationnel, c'est contrairement à ce que vont nous dire nos parents, résidence principale, ou investis là-dedans, etc., c'est qu'on arrive dans un nouveau monde. Alors, on est déjà dedans en réalité, hein, mais on arrive dans un nouveau monde qui est de plus en plus volatile, qui est de plus en plus systémique. On l'a vu avec la crise du coronavirus, c'est-à-dire que dès qu'il y a systémique, ça veut dire, pour ceux qui ne comprendraient pas, que un battement de papillon, un battement d'aile de papillon quelque part va générer un ouragan ailleurs. C'est que les choses, en fait, c'est un effet domino. Avant, il y avait une crise en Chine, ça pouvait ne pas impacter la France. Aujourd'hui, il y a une crise en Chine, ça va impacter le monde entier. Et donc, si tu regardes les périodes de correction des marchés, il faut retenir des stats. Les périodes de hausse sont en moyenne, avant, étaient à peu près 7 fois plus longues que les périodes de crise. Une crise est très souvent très courte, très violente et très courte. Les périodes de hausse sont beaucoup plus longues et beaucoup plus modérées. Aujourd'hui, les temps se sont raccourcis. Donc, on a une période de retour qui est beaucoup plus rapide. Tu vois, tu disais une crise tous les 10 ans. Enfin, si je regarde, 2000, on a eu une crise. 2008, on a eu une crise. 2011, on a eu une crise. 2018, 2015, on a eu 2011, crise des dettes souveraines en Europe. 2015, on a eu une année un peu bizarroïde sur les marchés. 2018, on a eu une correction sur les marchés européens, on ne sait même pas pourquoi. Et 2020, on se mange le Covid. Donc, en 20 ans, j'en ai identifié déjà 6. D'accord. Donc finalement, tu penses qu'il va y avoir encore plus de crises que ça encore. Ok. Il va falloir que, et c'est pour ça que c'est encore plus cohérent à une époque se dire ouais mais j'investis, j'attends le bas, etc. parce que c'était facilement identifiable. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus volatile et il va falloir apprendre à vivre avec ça. C'est-à-dire avant on se disait ouais, moi je vais avoir 5% garantie par l'État et c'est quasiment sûr. Aujourd'hui ça n'existe plus. Si on veut de la rentabilité, il va falloir faire avec la volatilité, le risque. D'où le fait d'avoir des comportements économiques solides. Et ensuite, les périodes de retour vont être beaucoup plus récentes, beaucoup plus courtes et beaucoup plus violentes. Quand tu regardes la crise du Covid, qui n'a duré 2 mois, elle a eu autant d'impact sur les indicateurs que la crise de 2008. Plus que celle de 2011, qui est pourtant une crise de dette. C'est quand même dingue de dire ça. Donc, à un moment donné, faut apprendre à vivre avec ce nouveau monde. Va y avoir des périodes de retour, va falloir s'habituer à ça, va falloir avoir un cardio qui tient le coup parce que justement, parce que ça va faire le yo-yo même sur maintenant des choses qui sont un peu équilibrées, enfin un peu dynamiques, en fait, il va quand même y avoir de la fluctuation. Et c'est pour ça qu'un comportement économique stable, régulier et solide sur ses appuis est extrêmement important, encore plus dans le monde de demain. Ok. Alors, on devait discuter 1 heure, ça fait plus d'1h20 qu'on discute. Je suis désolé, je crois qu'en plus, tu as un impératif juste après. Et j'ai 3 minutes peut-être pour conclure. Ok. Alors, mais on en refera d'autres. On en fera d'autres parce que là, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut discuter. Dis-moi, quel est le livre ou les livres que tu conseilles pour s'éduquer financièrement? Alors ça, c'est une très bonne question. Les livres, on me fait signe qu'il faut que je bouge. Les livres que je conseille, il y en a tellement, c'est compliqué parce qu'il y en a tellement. Alors, les livres que je conseille, numéro 1, le Code général des impôts. Parce qu'aujourd'hui, nombre d'investissements sont bousillés parce qu'on ne maîtrise pas la fiscalité. Donc, alors maintenant, on n'a pas besoin d'avoir le code, hein, on va sur la direction générale des impôts, il y a tout qui est écrit. Mais maîtriser l'impact de la fiscalité sur les investissements. Ensuite, aujourd'hui, l'information, on la trouve un peu partout. Pas besoin forcément d'acheter des grands bouquins. Par contre, moi, j'aime bien les bouquins vraiment sur l'éducation financière ou l'analyse conjoncturelle. Donc, ça va être par exemple les bouquins de Kiyosaki, Robert Kiyosaki. Donc, Père riche, Père pauvre, le cadran du cash flow. Par exemple, le cadran du cash flow, exactement. Je trouve que ce sont de bonnes introductions à l'éducation financière. Toujours à pondérer. On n'est pas dans le même écosystème que ce gars-là.
ça reste intéressant en termes de culture. Ça permet justement, plutôt que de se dire je vois de l'investissement comme de l'investissement, c'est plutôt je vois de l'investissement comme des questions personnelles. Et ça, je trouve que c'est la démarche très intéressante. Et donc, je pousse les gens à aller vers ce genre de bouquin-là, plutôt que se taper des bouquins très théoriques ou comment pricer des titres financiers, etc. Donc voilà. Ensuite, je crois que la meilleure éducation, c'est de faire plus que de lire. C'est très bien d'apprendre la théorie, on apprend, je pense, beaucoup plus vite par la pratique. Moi, je suis pas un grand fan des bouquins. Je sais que c'est pas vraiment, je suis à mon compte, mais je pense que je suis un des seuls entrepreneurs qui lit peu. Mais par contre, je lis peu, mais je fais beaucoup. Donc, commencer peut-être petit, faire des petites choses avec lesquelles on est à l'aise et justement apprendre de ces expériences-là. C'est très bien de lire 15 bouquins sur l'explication des crises et la gestion des crises en finance. Comment émotionnellement on va réagir quand il va y en avoir une. Entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde. Donc, je conseillerais plus ça pour apprendre. Et aujourd'hui, les informations, on les trouve un peu partout, même sur Internet. Ce qu'il faut, c'est maîtriser les impacts des frais et notamment de la fiscalité, d'où le Code général des impôts. Quelques bouquins de finances plus personnels que pure théorique sur les placements financiers. Et attention aux vendeurs de rêves. Et voilà, et passer à la pratique. Et là, je vais faire un peu ma pub, mais en fait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, s'entourer d'un professionnel qui va vous aider à vous poser les bonnes questions. Alors justement, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Moi, on s'est eu au téléphone pour préparer le podcast et je trouvais absolument dingue. Moi, ça m'a choqué quand tu m'as dit ça. D'ailleurs, je t'ai reposé la question plusieurs fois, que tu faisais du conseil gratuitement personnalisé comme ça et que tu prenais le temps. Pour moi, tu pourrais tellement gagner d'argent en vendant un package conseil que ça m'a étonné. Du coup, j'invite vraiment les gens à te contacter. Et comment ils font pour te contacter aujourd'hui? Comment ils font? Il y a un site internet en tapant mon nom, Adrien Costemal, Costemal Conseil, où ça explique un petit peu ma démarche, un petit peu comment je fonctionne aussi. Après, moi, je planifie le téléphone. On peut me trouver sur LinkedIn, on m'envoie un petit message et après, on se fait un petit point téléphonique de 5-10 minutes pour déjà commencer à se poser les bonnes questions. Après, on est sur des questions financières très intimes, très personnelles, c'est très complexe. Moi, je mesure toujours l'importance de ce qu'on fait. C'est pas facile de faire confiance à quelqu'un dans ces niveaux-là. Et donc, c'est normal que moi, des gens qui me connaissent pas, la confiance, elle s'installe, elle doit se créer petit à petit. Donc, c'est extrêmement important. Si les gens doivent pas travailler avec moi, mais avec quelqu'un d'autre, creuser non seulement, évidemment, la connaissance de la personne, mais en plus, ses valeurs, sa manière de fonctionner, etc. Parce que c'est ce qui va aider à être à l'aise. Un conseiller en gestion de patrimoine, c'est comme un médecin ou un avocat. Faut lui faire confiance, sinon ça va pas le faire dans le temps. Donc voilà comment on peut me joindre finalement, un petit peu par les réseaux. Je suis pas très réseau, mais on va réussir à me trouver en tapant mon nom. Parce que moi, comme je te dis, je fonctionne quasiment que par le bouche à oreille. Je trouve la manière la plus saine. Et finalement, en fait, moi, je m'y retrouve, ce modèle économique, je m'y retrouve et je le trouve très simple parce que déjà, c'est celui qui me met Déjà, je vais pas commencer à prendre de l'argent aux gens alors que mon métier, c'est de en faire gagner. Déjà. Ensuite, c'est un modèle que je trouve très simple parce qu'il me biaise pas économiquement. Il me met le plus en danger, comme je fonctionne que par la recommandation, c'est celui qui me met le plus en danger. Si je fais n'importe quoi, je tue mon seul levier de développement. Et paradoxalement, c'est un truc où je m'y retrouve très bien parce que paradoxalement, c'est mon plus petit client, ça je te l'avais dit, c'est mon plus petit client qui m'a ramené mon plus gros client en recommandation. Donc finalement, passer du temps avec des gens qui sont délaissés par la banque, par les cabinets, etc. En fait, finalement, dans le temps, je peux m'y retrouver aussi, quoi. Donc voilà. Donc moi, vraiment, comme je le disais, je suis prêt à passer du temps avec ceux qui sont prêts à passer du temps. Par contre, c'est réciproque. Moi, des gens qui veulent pas passer du temps, on va pas avancer ensemble, quoi. C'est pas possible. Super. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis au plaisir, s'il y a besoin de creuser d'autres sujets là-dessus, ce sont des sujets sans fin. Et un petit mot pour tes auditeurs. Passer à l'action. Il vaut mieux faire. On dit toujours j'ai peur de faire une bêtise en investissant, ça sera toujours mieux que de rien faire. Super. Merci beaucoup Lilian. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.